Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Christophe Benavent, professeur de marketing à l'Université Paris-Ouest. L'utopie technologique à l'épreuve de l'humain ou l'inanité des systèmes de notation. Moi, je vais faire un petit pas de côté. On a été chercher les utopies chez les consommateurs. Bravo à Philippe, à l'Obsoco pour l'étude qui a été faite. Je serai assez court dessus. Moi, le sentiment général se résume en une expression, la mauvaise conscience. Il y aura beaucoup à réfléchir, je pense, autour de ce concept. Mais mon pas de côté est un petit peu différent. Il est de dire les utopies. Je vais rejoindre quelques propos qui ont été tenus avant et je pense qu'il n'y a qu'une seule utopie en acte aujourd'hui, c'est l'utopie technolibérale. Je crois qu'il faut être clair, il n'y en a aucune autre. Les autres, le socialisme utopique qui a été évoqué par Dominique rapidement, au moins sous la forme d'images, avec l'énorme problème qui a été posé tout à l'heure, c'est que l'utopie, c'est un monde ailleurs et on ne se pose pas la question du chemin par lequel il faut passer pour pouvoir y arriver. L'utopie aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans le concept, c'est peut-être la petite remarque que je fais, c'est que si les utopies essayent d'échapper à l'ici, ça c'est le côté imaginaire et fantasmatique de l'utopie qui ne mènera à rien, en tout cas en termes de consommation, du moins c'est mon opinion, quand on examine historiquement, ce que sont les utopies, toute cette période du socialisme utopique, elles ont un point commun, c'est qu'elles se définissent en définissant l'espace. Elles mettent un ordre. L'utopie technolibérale est la continuité du socialisme utopique du XVIIIe siècle, en mettant un ordre et un ordre scientifique. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le registre philosophique, je vais être extrêmement pratique. Depuis quelque temps, je veux dire, j'ai un retour au terrain, très fort, au calcul. Et je vais le regarder au travers de l'objet qui m'est cher, c'est-à-dire les plateformes. Parce que qui est en train de construire l'utopie mondiale dans quelques variétés chinoises, américaines et l'utopie absente du modèle européen? Ce sont très clairement les plateformes. Les plateformes qui sont en train, lentement, progressivement, sûrement, de vassaliser l'univers de la distribution et de la consommation. Alors, je vais m'intéresser à un détail. Le détail, c'est une des clés d'organisation de l'espace social qui est celui des classements. Et on va travailler un petit peu dans une région paradisiaque, le Pacifique, Dominique, et un tout petit coin perdu, hors du temps presque, et hors de lieu, Tahiti et la Polynésie. Je vais vous présenter quelques éléments de travaux en cours, mais ça va sortir assez rapidement, menés avec l'équipe, autour de cette utopie du classement et comment les humains réagissent à l'utopie qui leur est imposée. Pour moi, c'est la véritable question. La question, c'est pas de savoir quelle utopie les consommateurs souhaitent. Ils n'ont pas droit voix au chapitre. Le marketing, c'est une logique d'offre, en tout cas dans notre monde actuel. Aujourd'hui, la bataille, c'est qui va proposer et imposer les systèmes qui organisent nos activités économiques, sociales et amoureuses aussi. Et l'utopie du classement, qui a une vieille histoire, effectivement, on la retrouve dans la revivification de cette idée du commissaire-priseur et du marché. On appelle ça de manière plus moderne l'intelligence des foules. Ça se traduit par un rêve de démocratie d'agrégation. Il suffirait d'agréger les sentiments de chacun pour construire une situation idéale. Et en acte, c'est ce qui est mis en place dans les systèmes de classement. Alors, quand même, empiriquement, il y a un petit truc qui ne va pas. Les deux figures qui sont présentes ici, au-dessus, c'est la distribution des notes données par les consommateurs. En dessous, c'est la distribution des sentiments calculés à partir de leur production. Il y aura beaucoup d'analyses textuelles, ou du moins je m'appuie sur pas mal d'analyses textuelles. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la forme de la même distribution. Il y a un écart. Bon, je peux vous donner la corrélation entre le sentiment des commentaires qui sont mis dans une plateforme. Là, je travaille sur une totalité. La totalité des commentaires TripAdvisor sur toute la Polynésie, donc concernant l'ensemble des hôtels. J'ai même plus besoin d'échantillons. On se rend compte qu'il y a un hiatus. La corrélation est de l'ordre de 0,20, 0,30. Autrement dit, les gens ne donnent pas les notes qui correspondent à ce qu'ils pensent.
tout simplement. L'argument principal, il est là, hein. C'est un vieux travail qui a été fait en 2015 par Erekin, en se posant une question très simple, que signifie un bouton Facebook pour les consommateurs? Vous en avez 16 significations différentes. Ce qui nous organise l'utopie technolibérale, c'est de créer un consensus autour d'un ranking, autour d'une note, alors que les contenus qui sont mis dans cette note sont totalement différents d'un individu à l'autre. C'est le défi de l'utopie qui nous est proposé aujourd'hui. Si on regarde un peu plus en détail ce que les gens racontent, je vais essayer d'être assez court. Alors bon, ça c'est juste les bases, hein. Je vais montrer des données, d'abord venant de TripAdvisor, la totalité des commentaires produits depuis 4 ans, et puis ensuite je vais revenir à Paris, puisque j'y suis, et c'est difficile, de revenir sur la totalité des avis formulés en français sur Airbnb. Là, j'aurai un élément supplémentaire, je vais pouvoir prédire l'effet sur les comportements. Alors, moi, ce qui me frappe, ce que je trouve absolument passionnant dès qu'on touche à ce type de méthode et d'études, c'est qu'effectivement, l'humanité, si elle existe dans le style, dans la manière dont elle s'approprie par le langage justement les utopies qui leur sont imposées. Ça se voit sur des choses très simples, hein, très, très factuelles ici. Par exemple, dans la production textuelle, hein, combien de mots utilise-t-on, combien de phrases fait-on, combien de caractères emploie-t-on pour écrire un commentaire? Eh bien, ce que vous voyez, c'est que lorsque on est heureux, lorsqu'on donne une bonne note, lorsqu'on est satisfait, eh bien, on utilise peu de caractères, à peu près 400. Quand on n'est pas très content, ça se rallonge. Et c'est substantiel. C'est quasiment 700. Là, c'est un écart qu'il faut tenir compte. Si vous regardez en bas à droite, c'est peut-être pas très lisible, c'est les mesures de sentiment. Hein. Faites sur tous les autres, et moi je calcule un indice supplémentaire qui est simplement la somme de la négativité et de la positivité, 2 indices, et que j'appelle l'expressivité, c'est-à-dire la densité de mots qui vont exprimer une émotion, un sentiment ou quelque chose. Et vous vous rendez compte que ce qui caractérise ceux qui mettent des mauvaises notes, et qui ont honte. Je ne suis pas revenu, je n'ai pas détaillé les problèmes qui se posent dans ce type de système, mais un des principaux problèmes, bon, le premier c'est le biais de sélection. Biais de sélection, c'est assez évident, hein. Ceux qui ne sont pas contents ne se manifestent qu'une fois. Ceux qui sont heureux répètent. Résultat, les plateformes ont tendance à fabriquer une opinion, à déformer la réalité et à surreprésenter l'ensemble des commentaires positifs. Au passage, je me demande si les tensions qui existent chez les gens en France, qui ont été observées par l'Observatoire, ne viennent pas tout simplement d'un hiatus fantastique entre le miroir médiatique que constitue l'ensemble des réseaux sociaux et des médias, et des études aussi, et qui projettent une image totalement déformée de la réalité dans laquelle ils vivent. Hein. On aurait un petit problème, tout simplement, de manège au miroir, en quelque sorte. Si vous regardez en bas, vous vous rendez compte que l'expressivité est faible pour les notes faibles. Ce qu'il y a derrière, je ne vais pas commenter les autres, ça me prendrait un peu trop de temps. J'ai mesuré les diversités lexicales, on a mesuré la lisibilité des textes, dans la mesure où des textes bien lisibles auraient plus d'impact que d'autres, et d'autres indicateurs. Mais ici, la question du style, elle se manifeste tout simplement par un choix qui est fait. Selon la note que je donne, je vais adapter mon style en fonction. Si je donne une mauvaise note, je vais être dans un style argumentatif, peu expressif et détaillant l'ensemble des phénomènes auxquels je fais face. Lorsque je suis heureux, je suis dans l'expression, j'utilise des textes courts. Le style diffère selon les évaluations que l'on donne. Alors, je pourrais continuer détailler, je ne vais pas le faire trop, on a généralisé ça à d'autres dimensions, en regardant ce que les gens disent. Ça, c'est le petit diagramme en arc-en-ciel. Les tranches de notes, encore, et dedans, la répartition des thématiques. On a fait une petite topic analysis sur la totalité des commentaires. On identifie 8 grands traits, 8 sujets de conversation, et on se rend compte qu'ils ne se distribuent pas de la même manière. Autrement dit, la note et le rêve utopique d'avoir un instrument qui permette de tout classer de manière au moins ordinale se dilue complètement derrière le discours ou par le discours, dans la mesure où chaque note
À chaque note correspond un discours différent. Bon, pour la petite histoire et les applications plus marketing, comment faire pour avoir un 5 étoiles dans TripAdvisor plutôt qu'un 4 étoiles? C'est très simple. Enfin, comment faire, c'est pas simple. Il faudrait espérer que les consommateurs fassent part de leur dithyrambe, en gros l'effet wa, et surtout aient ressenti une chaleur humaine importante dans la relation. Ce sont les éléments discriminants. Pour la petite histoire, j'ai fait un petit modèle dessus. J'arrive à expliquer à 70% les notes à partir du contenu, du texte et aussi des éléments de style. L'autre image, c'est une mesure de l'expérience. Et là aussi, on voit que selon les notes, on ne témoigne pas de la même expérience ou du même rapport à l'expérience. Je vais prendre qu'un seul exemple, ce sera suffisant. C'est, j'essaie de mesurer tout simplement à quel temps les commentaires sont formulés. Est-ce qu'ils sont formulés au passé? Est-ce qu'ils sont formulés au présent ou au futur? Naturellement, c'est le présent qui domine. Mais vous observez que la temporalité diminue. Présent et futur diminuent selon la note. Autrement dit, ceux qui énoncent un avis plutôt positif vont avoir tendance à détemporaliser leur avis, à le mettre en suspens. Au contraire, ceux qui donnent des avis plutôt négatifs vont les situer au moins dans l'espace du temps. Et là aussi, on voit ce travail je ne veux pas dire littéraire, mais quasi littéraire des consommateurs face à la note, où, parce qu'ils ont été obligés de mettre une note, vont le justifier cette note, ou du moins construire une histoire autour de celle-ci. Alors, on va finir par un dernier exemple empirique, enfin illustration empirique. Je reviens à Airbnb Paris. Là, on a une variable que je n'ai pas sur TripAdvisor, c'est la réponse des consommateurs. Donc, on a l'ensemble des avis, l'ensemble des offres, ça date de juin 2019. Et, chose intéressante, on a le calendrier de réservation sur un an, donc d'ici 2020. Quels sont les appartements disponibles? Voilà. Donc, une variable qu'on va chercher à prédire. Et on va chercher à prédire qu'est-ce qui permet d'expliquer un taux de remplissage, en gros, ni plus ni moins. Quelques détails sur lesquels vous pourrez me chicaner, mais fondamentalement, je cherche à expliquer le niveau de remplissage à partir de caractéristiques de l'offre, l'appartement lui-même, à partir de la stratégie de l'offreur. Est-ce qu'il facilite la transaction ou pas? C'est les dispositifs de demande de garantie, de pouvoir payer de manière immédiate, etc. Et naturellement, inclure dedans des éléments textuels, donc introduire la parole des consommateurs, et essayer de voir si cette parole a un effet sur les comportements. Le résultat est extrêmement simple. Bon, c'est un petit modèle de régression pour les spécialistes, vous comprendrez aisément. C'est la même chose, le graphique. Disons qu'à droite, il y a des effets négatifs sur les réservations, et à gauche, des effets très positifs sur les réservations. En fait, les choix des consommateurs sont extrêmement simples. Ils sont fondés sur les attributs intrinsèques de l'offre. C'est-à-dire, très clairement, un grand appartement avec 4 chambres. Le modèle Airbnb a un effet négatif sur les réservations. Partager son canapé, c'est s'assurer d'avoir une disponibilité importante et d'être peu souvent booké. C'est ce qu'on voit, les petites barres qui sont là. Et puis, on voit une appétence extrêmement forte pour les grands appartements. Et ça correspond à un problème de consommation extrêmement basique. On s'éloigne du symbolique. On est complètement dans la consommation fonctionnelle. Et le besoin est très simple. Quand une famille, 4 personnes, modèle brésilien de touristes par exemple, vient à Paris, il n'y a pas d'hôtel acceptable pour un prix donné pour les accueillir. C'est ça qui donne le boom et qui favorise certains appartements. Les variables de stratégie d'offre ont aussi un effet important, mais ce qui m'intéresse, c'est le bas. Donc on a inclus dedans les thématiques. Quelle est la proportion des différentes thématiques, comme je l'ai fait pour TripAdvisor, qui sont évoquées dans le cas d'un appartement? En gros, on a pris les 50 derniers commentaires et on fait une moyenne sur l'ensemble. On a mesuré naturellement la négativité, donc le pourcentage des tops positifs, des commentaires top positifs et des tops négatifs, et on essaie d'examiner l'impact sur la disponibilité. On se rend compte que cet impact est extrêmement réduit.
Compte tenu de la taille de l'échantillon, je suis tranquille, 30 000 observations, c'est naturellement toujours significatif. Mais quand on raisonne en pourcentage de variance, on explique 1 ou 2%. Alors vous voyez à peu près où j'en arrive. On sait expliquer parfaitement les notes par le discours des gens. On ne peut pas rendre compte des comportements des gens face à ces discours. Alors là, je soupçonne simplement, ça va être la suite des travaux, une grande intelligence des consommateurs. Face au miroir déformant que leur offrent les plateformes au travers des commentaires, totalement positif, vous avez observé ma distribution au début, 85-90% des commentaires sont positifs. Personne ne regarde plus les commentaires qui sont non informatifs. On a un poids un peu plus élevé de la négativité. Le regard du consommateur lorsqu'il lit la machine, puisque c'est la situation, la modernité, c'est que nos comportements résultent de la lecture d'écran et du produit des machines. Voilà la vision utopique ou dystopique. S'il fallait une conclusion, ben, là c'est simple. Premièrement, c'est que toutes les utopies sont rongées par le langage. Pas la peine de rêver. Si on a envie de changer le monde, il vaut mieux partir du réel. Ça, c'est ma première conclusion générale. Ma conclusion personnelle, je garde une petite utopie. Et l'utopie, c'est vous en avez vu un échantillon, c'est de fabriquer des machines à lire, essayer d'utiliser les machines pour écouter directement ce que font les consommateurs et en grande masse. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.